De retour sur le plateau de Lundi Doc après ce formidable événement de Tour de France sur 18 étapes et plus de 3000 km appelé cette belle évasion. On va évidemment retrouver Axel Carion et à côté de lui Cédric Ferrer, plutôt face à lui, même si vous avez été côte à côte pendant un petit paquet de temps. Mais Axel, votre équipier pour cette deuxième partie d'émission, ce sera Stéphane Gibon. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va ? Parfaitement. Bon, vous êtes président de la commission longue distance au sein de la FF Vélo, la Fédération Française de Cyclotourisme. Vous avez quand même gardé l'ancien nom juste en dessous, c'est ça, hein? C'est toujours le nom officiel de la fédération. D'accord, c'est pour rappeler aux habitués que tout n'a pas changé. La FF Vélo qui a donc eu un regard, j'imagine, très particulier autour de cette aventure. Le voir, ce documentaire, ça vous a fait quoi? Ça vous a rappelé des événements personnels ou des courses que vous pouvez être amené à organiser? Non, mais c'est l'ADN des voyages à vélo, c'est-à-dire des rencontres, voir du paysage et on va dire passer outre des difficultés qu'on peut avoir sur les randonnées ou sur les voyages perso. On verra dans quelle mesure la Fédé et vous-même avez pu aider ces messieurs dans leur épopée, dans leur aventure. J'ai demandé un petit peu le regard qu'avait pu avoir Stéphane. Vous, messieurs, qui l'avez vu des dizaines de fois, ce doc, ça fait quoi de le revoir? Il y a un moment qui rejaillit, qui est un peu plus fort que les autres. Question de journaliste, ça, j'en conviens. Axel? Moi, c'est souvent, pour l'avoir regardé plusieurs fois, c'est le Mont-Saint-Michel. Ah oui. C'est le Mont-Saint-Michel, parce que déjà, j'y étais jamais allé. J'avais jamais eu cette possibilité d'y aller. Y arriver à vélo et dans ce contexte-là, je ne sais pas si ça pourrait être reproduit dans une vie. Et c'est le souvenir d'une vie. En plus, avec le contexte du couvre-feu et d'arriver à se loger sur place. Et vraiment, c'est pour moi le souvenir le plus vif. Ces images là de fin de journée où il est 17h passé, vous ne savez pas où dormir, mais vous avez l'obligation quelque part de poursuivre votre route parce que voilà, c'est le Mont-Saint-Michel au bout, vous avez envie d'y aller, mais il y a la possibilité d'arriver trop juste pour aller ailleurs. Et on voit cette arrivée magnifique donc au niveau du Mont-Saint-Michel et cette course pour avoir un endroit où dormir tout simplement. C'était un endroit et un moment assez magique du documentaire, effectivement. Mais on est coincé en plus, on est coincé sur place. En l'occurrence, il reste quelques minutes avant que le couvre-feu, entre guillemets, sonne les cloches. Et on a l'opportunité d'attraper quelque chose à manger pour pouvoir passer la nuit. On cherche avec Cédric un endroit pour bivouaquer. Maintenant, dans le Mont-Saint-Michel, il y a des caméras partout, c'est un peu compliqué de se cacher, quoi. Et du coup, on va taper à la porte de l'église. C'est clé, là, c'est énorme quand on voit avec le petit on va voir le père Henri pour discuter, et essayer de le convaincre de nous loger. Et finalement, c'est ce qui se produit, quoi. C'est énorme. Et le lendemain matin, dévaler les rues du Mont-Saint-Michel, ces rues vides, c'est vrai que c'est assez unique. De votre côté, Cédric, pareil, même expérience, même moment un peu insolite, ou il y en a d'autres qui vous ont plu? Pour continuer sur cet épisode du Mont-Saint-Michel, là, c'était vraiment très tendu parce que on était livrés à nous-mêmes, parce que tout était fermé. Ah oui. Et pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était clair. Il fallait faire demi-tour pour sortir du Mont-Saint-Michel, parce qu'on ne pouvait pas rester dans la rue, couvre-feu, et refaire au moins 10 km avec le vent de face, trouver un coin pour se loger. Axel, là, il a été très très bon de négocier un petit logement avec le père Henri. Mais moi, quand je revois plus le documentaire, lui, pour son beau moment, moi, je pense au mauvais moment. Donc, ça, c'est des histoires de caractère, finalement. Ouais, c'est que les bons moments, ça passe. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment les moments très difficiles. Quand on était au début dans la région de Grenoble, sous la neige. Au tout début de l'aventure. Au tout début de l'aventure. Où en plus, moi, j'avais pas d'entraînement. Donc, j'avais mal partout, des courbatures de dingue. Quand on a été accueillis par Mélanie aussi, puisque c'était le moment du couvre-feu, dans ma tête, c'était certain, on serait dehors à moins 10 degrés. Et finalement, Mélanie nous a sauvé la vie à ce moment-là. Et aussi, dans la deuxième partie de l'aventure, sur la côte atlantique, quand Axel veut essayer de prendre un raccourci pour arriver dans les temps au couvre-feu et qu'on se retrouve embourbé dans des marais. Ah, l'étape des marais, celle-là. Ouais, dans la boue, je tombe dans la boue. On la voit d'ailleurs là à l'écran. Effectivement, c'est là où je tombe dans la boue. C'est très chaud cette 12e étape. Là, on sent que vous êtes un petit peu sur les nerfs. On aura l'occasion d'y revenir. Donc vous voyez le verre un petit peu plus vide. Et ça, c'est marrant qu'Axel, c'est des traits de caractère qui se révèlent au fil de cette aventure. On apprend aussi, nous, à vous connaître au fil des kilomètres. Mais évidemment, ce sont plutôt les cyclotouristes, voire les sportifs accomplis que l'on voit surtout durant cette épreuve, durant cette compétition que vous faites à vous-même.
allons essayer de vous connaître un petit peu plus. Axel, on l'a dit avant le documentaire, donc vous, un fou de vélo au point d'en faire aujourd'hui votre métier, mais comment il est venu dans votre vie, ce vélo, cette petite reine, et puis surtout comment elle s'est installée progressivement dans votre quotidien? Qui êtes-vous, le cycliste et surtout l'amoureux de vélo? Déjà, ça fait pas très longtemps que je fais du vélo. Donc Sans blague. Je pense que je suis très loin d'être fou. En fait, je suis juste passionné par cette machine. Et la passion, elle est venue un petit peu de la même manière que celle que j'ai essayé de communiquer à Cédric, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'amis qui m'ont proposé un jour de m'engager sur un voyage à vélo alors que j'avais jamais touché un vélo de ma vie. C'était en 2011 et où je suis allé traverser l'Europe de l'Est, la Slovaquie, l'Ukraine, la Roumanie et la Moldavie sur 1200 km. Et de ce voyage-là un peu initiatique, parce qu'on est parti avec des vélos un peu plus chargés, il y avait plus de matos encore que ce qu'on avait avec Cédric, il y a eu une passion qui est née à ce moment-là grâce à mes deux amis qui m'avaient proposé de partir en voyage. Et puis c'est une expérience que j'ai renouvelée chaque année comme un rituel. Et puis petit à petit, comme beaucoup de choses dans la vie qu'on ne contrôle pas, c'est devenu un peu mon métier. Et que j'essaye aujourd'hui de communiquer au plus grand nombre pour mettre les gens à vélo en fait, et au voyage, parce que c'est ma passion vraiment le voyage à vélo. J'allais vous demander effectivement finalement le cocktail magique de cette fameuse recette de la fidélisation et de l'amour pour ces déplacements, le voyage, le dépassement de soi, j'imagine aussi à chaque fois l'idée qu'on reviendra plus fort, différent, ça doit faire partie de vos aspirations. Au-delà de l'aspect purement vraiment physique et les chiffres et se dépasser, moi vraiment ce qui me fascine dans le voyage à vélo, c'est la rencontre avec les gens. Et c'est ce que j'ai essayé aussi de communiquer à Cédric quand on est parti pour cette belle évasion, parce que les expériences que l'on a à dormir chez les gens, c'est un peu le sel de l'aventure. C'est pas un objectif qu'on doit viser quand on part en voyage à vélo, mais c'est des choses qui se produisent naturellement quand on voyage avec une bicyclette. C'est-à-dire qu'il y a une empathie naturelle qui se crée avec les gens, qui est liée, à mon sens, à la machine et le fait de se déplacer par ses propres moyens. Et quelque part, c'est des expériences hors du commun, parce que vous avez la possibilité de rentrer dans l'intimité des gens, d'être accueillis, d'avoir des gestes de solidarité du quotidien qui font juste du bien et qui sont agréables à vivre et qui permettent de transformer un peu son quotidien et le regard qu'on peut avoir des gens dans une société aujourd'hui où on a quand même peur de beaucoup de choses. Ça permet de se réconcilier finalement avec des valeurs humaines profondes, et la bicyclette, c'est le trait d'union. Donc moi, c'est plus le caractère humain et le fait d'aller voir les gens à vélo qui me fascine dans les voyages. Alors après, je pousse le curseur du défi physique très très loin, mais c'est toujours dans une perspective de rencontre. Oui, parce qu'effectivement, ce curseur, effectivement, dans le documentaire, on a ce suivi kilométrique, mais ça ne ressemble pas à un enjeu premier. L'enjeu, c'est d'aller dans telle ville pour voir potentiellement telle personne qui vous a répondu favorablement, ou en tout cas que ça réponde à ces critères-là. On voit bien que le kilométrage, finalement, il est la conséquence de ça, mais pas le moteur de vos déplacements. En tout cas, c'est de la manière dont nous, téléspectateurs, on peut le ressentir. Tout à fait. Puis on avait également la contrainte que Cédric, il a un métier, il est journaliste. Moi aussi, j'organise des épreuves sportives en parallèle. Donc on avait quand même une contrainte de temps. Ça aurait pu être le Tour de France le plus lent de l'histoire, parce qu'on aurait pu vraiment, concrètement, vu le nombre de personnes qui nous ont proposé de venir dormir chez eux, on aurait pu faire 20 km, s'arrêter, refaire 20 km, s'arrêter, et ça aurait été un Tour de France encore plus impressionnant, je pense. Donc on a fixé finalement un cadre kilométrique qui permettrait de terminer entre 16 à 20 étapes, globalement. Alors, il y a l'aventurier qui a reçu ce témoin et cette envie en 2011, et il y a aussi l'organisateur, je crois, le Biking Man. De quoi s'agit-il, cette épreuve-là, cette compétition, où là aussi on fleure avec des grosses distances, je crois? Le Biking Man, c'est un championnat du monde d'ultracyclisme, Ouais. avec des épreuves qui sont connectées entre elles, où à chaque fin d'année, on nomme un Biking Man masculin, un Biking Man féminin, et également une équipe. Et le but, c'est de plonger les participants dans l'expérience qu'on a un peu vécue avec la Belle Évasion, c'est-à-dire faire des distances assez importantes. En l'occurrence, c'est 1000 km le Biking Man, il faut compléter en moins de 120 heures, et en autonomie totale. Donc en fait, moi, je plonge les gens dans un contexte où ils vont faire l'expérience un peu forcée du voyage à vélo pour pouvoir se révéler à travers ces efforts, à travers cette notion d'orientation qu'il faut arriver à faire révéler, à travers cette notion d'autonomie où il faut affronter des conditions climatiques et topographiques un petit peu particulières, pour que quelque part, ils aient des moments également de suspension, des moments de réflexion avec le vélo pour peut-être repenser leur vie, peut-être changer leur vie après cet effort qui peut paraître dingue. Mais je pense que Stéphane pourra en parler encore mieux que moi, mais 1000 km à vélo, à la fois ça paraît énorme, quand c'est la première fois qu'on le fait, et à la fois une fois qu'on l'a fait, on se dit finalement c'est la magie du vélo, c'est qu'on peut parcourir des très grandes distances et que c'est accessible à beaucoup plus de gens qu'on le croit.
Il faut quand même avoir une sacrée richesse intérieure justement pour accepter d'avaler ces 1000 km. On voit évidemment des paysages fantastiques, mais assis dans notre fauteuil, c'est beaucoup plus simple qu'au moment de l'effort. Stéphane, à partir de quel moment on peut dire, vous qui êtes spécialiste au sein de la Fédé de ces longues distances, donc au-delà de 200 km, hein, c'est ça C'est souvent ce qui est, pour une épreuve sur plusieurs jours, c'est souvent 200 km qui est, qu'on va dire, qui est pris comme référence. Est-ce que c'est facile d'accès 200 km en une journée où c'est accessible à quasiment monsieur et madame tout le monde qui est en bonne santé et qui a envie de le faire surtout. Il faut effectivement tenir ça. On se met peut-être un peu trop de barrières psychologiquement. Oui, comme ce que disait Axel tout à l'heure sur l'accueil chez les gens, c'est rare qu'on ait un refus ou autre. Les gens sont toujours bienveillants pour à manger ou à boire. Et c'est pareil pour aller faire 200 km de vélo. C'est vraiment accessible à toute personne qui a envie. Ouais. Vous en avez fini un, je crois, au Brésil, du coup, un Biking Man, c'est ça? Ou vous en avez fait plusieurs? Moi, j'ai la chance déjà de faire la reconnaissance de tous les parcours. Parce que c'est la partie, je dirais, que je trouve la plus intéressante de mon métier, c'est de faire la reconnaissance des parcours, travailler sur les traces. Stéphane est organisateur aussi, il sait le plaisir qu'on peut avoir à travailler sur les cartes et à identifier des parcours, notamment en France, parce que la richesse de notre territoire est juste incroyable en termes d'axes routiers et voilà, de lieux pittoresques à visiter. J'ai eu la chance de participer à mon premier Biking Man, effectivement, au Brésil, dans la forêt atlantique, pour compléter l'épreuve qui était du coup un petit peu... Elle était pluvieuse, elle aussi. C'est un Biking Man sous stéroïdes, parce qu'il y a quand même des conditions climatiques et topographiques qui sont particulières. Ne nous dites pas ça à nous. Avec la forêt atlantique, et puis bon, c'est aussi ça à l'origine. Moi, le Biking Man est né au départ au Pérou, puisque j'ai organisé la première épreuve, l'événement 0, en Amérique du Sud. Et il y a toujours eu cette notion un petit peu d'exotisme. J'ai toujours voulu ajouter des ingrédients, en plus de la topographie, du dénivelé, des ingrédients un peu extrêmes, de conditions finalement que des Européens, des Occidentaux n'ont pas forcément l'habitude de voir, de faire l'expérience, pour quelque part qu'ils ramènent dans leur sacoche à la fois le souvenir du voyage, le souvenir de la rencontre, mais également les conditions du pays dans lequel les gens vivent. On va parler de la préparation, on va revenir sur la Belle Évasion, évidemment, la préparation. On va parler de cette épreuve, évidemment, de ce que vous en avez retenu aujourd'hui, un peu plus d'un an après. Cédric, on va faire le même travail de connaissance aussi, un petit peu de vous. Avant cela, un petit mot avec Stéphane, justement, sur le regard que vous avez pu avoir d'un point de vue sportif sur ce qui a pu être accompli par ces deux garçons. Et je pense probablement à celui qu'on avait fait un petit peu moins, c'est-à-dire Cédric. Vous imaginiez que c'était possible par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Oui, c'est clairement possible. Ils se sont rajoutés une grosse contrainte qui s'appelle l'hiver. 200 km par jour l'été, c'est à peu près acceptable pour beaucoup de personnes sur un parcours globalement roulant. En hiver, c'est quand même se rajouter de très grosses contraintes en termes de souffrance, en termes on a froid, on perd beaucoup plus d'énergie. C'est très compliqué l'hiver, le vélo. Alors justement, la complexité, vous nous l'avez dit tout à l'heure avant ce reportage, ça a justement été ça, de réfléchir à vous engager. Cédric, de votre côté, donc journaliste, comment vous avez été amené à rencontrer Axel? C'est dans le cadre justement d'un reportage que vous avez pu faire connaissance et apprendre ce monde de l'ultracyclisme? Oui, c'est ça, c'est grâce à mon métier que j'ai rencontré un peu par hasard Axel en 2019, où j'ai été amené à l'interviewer. Et c'est d'ailleurs durant cette interview qu'il m'a fait découvrir un peu le Biking Man, ce qu'il a fait comme aventure à vélo dans le passé en traversant l'Amérique du Sud, par exemple. Et on a poursuivi la discussion et j'ai été amené à participer au Biking Man, pas en tant que cycliste, mais à filmer les épreuves, et on a continué à garder le contact. Et... On vous voit filmer une épreuve, là, justement. Voilà, exactement. Les premiers amours. C'était au Brésil, ouais. Bon, c'était confortable, c'était dans la voiture. Souvent, je cours à côté des cyclistes, et là, c'est beaucoup plus difficile. Ça me fait un entraînement, mais... donc voilà, j'ai été amené à travailler avec Axel sur les Biking Man, et ça m'a donné aussi le goût de pédaler, puisque à la base, moi, je suis sportif, mais plutôt dans le football. Et à force d'être au contact de ces cyclistes qui voyagent à vélo, ça donne envie aussi de connaître un peu leurs sensations, de goûter au plaisir que procure le cyclisme. En tout cas, c'est comme ça qu'Axel me l'a vendu, et c'est comme ça que les participants au Biking Man en parlent aussi. Donc je me suis mis petit à petit à faire du vélo. Donc je me suis acheté un petit vélo d'entrée de gamme, parce que c'est comme du matériel qui coûte cher, et je ne voulais pas
mettre les grands moyens tout de suite. Je préfère y aller étape par étape. Être sûr d'aimer quand même. Et exactement. Ce serait dommage. Être sûr d'aimer, parce qu'on parle aussi des côtés positifs, mais il y a aussi les côtés désagréables du vélo, où parfois on a mal aux fesses, parfois on a mal aux genoux. Donc j'étais un peu craintif. Donc je m'y suis mis petit à petit, donc en faisant des petites sorties en région parisienne, puisque j'habite en région parisienne. Et c'est comme ça que j'ai pris goût petit à petit, mais très loin d'un niveau, en tout cas dans mon imaginaire, qui me permettrait de faire un Tour de France. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé en 2021, au moment du confinement, où Axel me propose de faire la Belle Évasion, alors que j'ai quasiment, je ne sais pas, peut-être 500 km dans les jambes, mais étalé sur plusieurs mois. Donc à vélo, ça ne représente rien du tout comme préparation. C'est ce qui m'a fait hésiter à m'engager, c'est de me dire, OK, ça reste accessible si on avance à une vitesse assez lente, mais si pour au bout de 5 jours, mon corps ne permet plus d'avancer, ça ne sert à rien d'aller dans le mur. Et finalement, petit à petit, on se rend compte qu'au fur et à mesure des jours, le corps accepte ses charges et surtout, il évolue et il nous permet petit à petit de récupérer assez rapidement pour pouvoir enchaîner jour après jour et faire des distances de 200 km qui, pour quelqu'un qui ne fait pas de vélo, paraît immense. Mais finalement, si on avance sur un rythme assez lent et qu'on prend le temps, 200 km, ça reste largement acceptable. Ouais. On va voir quand même hein, sur quelques images que parfois c'était quand même Joe la complainte quand même. Hein. Ça c'est le discours après coup. Ouais, ça, c'est le discours après coup. Mais pendant l'effort, c'est pas pareil. Allez, ces petits moments où on était dans le creux de la vague, là, on était dans le dur du côté de Cédric. Ah, c'est sympa parce que la relève vient toute fraîche, alors que nous, on n'en peut plus sur chaque montée. C'est bien, on les voit devant, regarde, ça nous inspire. Allez Patrick, ça nous donne un objectif. Lance-nous de la corde là. Ça grâce, faut mettre de l'huile. Ah, ça commence à avoir les jambes lourdes là. C'est long là. Alors, cette expérience? Frigorifié, congelé. Diagnostic, douleur fesses, douleur genou gauche, douleur talon d'Achille droit. Début du jour 3, statut Cédric Ferreira. Statut, c'est compliqué. Alors Cédric, prêt à attaquer ses 200 km? C'est combien? 200. Allez, bonne journée. Bon, j'ai la rate qui se dilate, j'ai les pieds. Non, mais évidemment, on en sourit là. C'est plus facile. C'est vrai qu'après coup, c'est plus facile d'en parler, mais pendant ces moments-là, ouais, c'était dur. C'était dur parce que quand on n'a pas de préparation physique, les courbatures arrivent très très vite et on se demande toujours est-ce que je vais pouvoir repartir. Ouais. Des inquiétudes légitimes, Stéphane, mais tout à l'heure je vous entendais chuchoter que finalement pour partir dans ce genre d'expédition, pour découvrir le vélo, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un équipement d'élite et qu'un vélo d'entrée de gamme, voilà, si on veut se lancer, ça peut être un conseil suffisant pour partir. Ça peut être largement suffisant. Donc il y a 2 semaines, j'ai organisé une randonnée qui partait de Nice jusqu'à Cherbourg, qui faisait 1900 km. Ouais. La plus jeune participante était américaine, elle avait 24 ans, il y avait un vélo Décathlon entrée de gamme. Voilà. Elle est rentrée à Cherbourg en 11 jours, bon, un peu plus que le délai imparti, mais elle s'est fait ses 170 km par jour à travers le sud des Alpes et le Massif central, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus plat. C'est sûr, avec évidemment forcément aussi quelques douleurs post-épreuve, on peut l'imaginer. Le principal étant d'avoir un vélo fiable et adapté à sa morphologie et ce qu'on veut en faire. Ouais. D'avoir les bons pneus, avoir les bons développements. Après, que ça soit un vélo lourd ou pas, ça ne change pas grand-chose. Donc du coup, Cédric, la Belle Évasion, vous auriez peut-être enlevé Belle au bout de quelques jours, non? Le titre. Pour être totalement franc, au bout de 5-6 jours, je me suis dit, OK, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais y arriver parce que j'avais de plus en plus mal aux jambes. Je commençais à avoir des douleurs aux fesses, au tendon d'Achille. Je me suis dit, non, on va aller dans le mur. Et petit à petit, grâce au conseil d'Axel, j'ai réussi à surmonter ces douleurs, ça s'est calmé et parallèlement la météo s'est améliorée puisque là on passait dans des températures positives du côté ouest de la France. Il y avait du soleil, donc ça a aidé et finalement, mentalement, on reprend le dessus et on se dit ok, c'est bon, tout est sous contrôle, je vais pouvoir y aller. Il va falloir qu'on évoque évidemment ce paramètre météo et avec des exemples un peu tangibles, concrets, que les gens se placent un peu au cœur de votre effort qui a dû être forcément beaucoup plus complexe. Avant cela, on parlait de la Belle Évasion. On voit pendant le tournage que c'est déjà un titre que vous avez choisi puisque vous jouez vraiment en direct sur le côté La Belle Évasion, sur ce nom-là. Pourquoi ce titre? Comment ça vous vient, si tant est que ça vienne de vous, Axel?
Je pense que c'était simplement résumer ce qu'on tentait de faire. Ouais. Savoir, il y avait le couvre-feu. Les gens étaient de nouveau contraints et avec des perspectives qui étaient limitées de déplacement. On s'est dit pourquoi pas s'évader et donner envie aux gens de s'évader, puisque le but c'était ça, c'est-à-dire de partir, montrer que c'était possible de s'évader entre guillemets et que le vélo était le trait d'union de tout ça, quoi. Alors, on l'a bien entendu avant le début de l'émission, du documentaire. Le laps de temps, c'est 3 semaines entre le moment où vous y réfléchissez et la concrétisation du départ. Ce qui est un laps de temps quand même extrêmement court sur les contraintes logistiques qui peuvent être les vôtres au départ, en tout cas, même quand on a l'habitude. L'idée, elle germe à quel instant précisément dans votre tête? C'est le fait de ne pas pouvoir partir à l'étranger et de trouver un plan B, ou il y a vraiment un élément, je ne sais pas, dans votre vie perso qui vous fait dire allez, j'ai envie de faire ça? C'est le fait d'avoir de nouveau des contraintes imposées. Juste. C'est-à-dire que on a tous et toutes eu l'expérience des couvre-feux, confinements et ainsi de suite. On a vu qu'il y avait quand même un caractère assez systémique, notamment avec les cas et ainsi de suite. Moi, dès que j'ai compris qu'on allait de nouveau être mis sous contrainte pour pouvoir réduire l'épidémie de Covid-19, je me suis dit, les expéditions à l'étranger vont être rendues impossibles de facto. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le terrain de jeu accessible? C'était ça le raisonnement. C'était qu'est-ce que je peux faire avec les règles imparties? Et à ce moment-là, c'est là que l'idée de la belle évasion a commencé à germer. Et je dirais que le fait qu'au moment où Cédric a dit « Ok, feu, on y va », parce que moi, je n'aurais jamais fait ce projet seul, l'idée, c'était vraiment de pouvoir le partager avec quelqu'un. Voilà, clairement, ça a été l'accélérateur pour pouvoir tout lancer et partir ensemble sur cette belle aventure. Coup de pression? Non, vous ne le ressentez pas au moment de l'appel qu'il faut dire oui? Un petit peu quand même. Ouais. Il ne me le dit pas, mais je commence à le connaître et c'est un peu un oui forcé. Mais après, surtout, la première question... En fait, il est déjà trop tard quand l'appel arrive. Ouais, pourquoi est-ce qu'il m'a appelé? Ok, c'est plutôt comment je veux faire. Mais surtout, le premier élément qui me vient à l'esprit, moi, c'est il me propose le projet et je lui dis, mais attends, on est en pleine pandémie de Covid-19, tu veux dormir chez l'habitant, mais on va passer toutes nos nuits dehors, je te préviens tout de suite, personne ne va vouloir nous accueillir parce qu'il y avait comme une psychose autour du Covid-19, ce qui se comprenait à l'époque. Je me suis dit, mais attends, on ne va jamais dormir chez l'habitant, c'est sûr. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, à partir du moment où il a posté un message sur les réseaux sociaux, on a eu des messages de toute la France, mais vraiment, c'était impressionnant par tous les supports possibles, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Si bien qu'on a presque dû décaler d'une journée le départ pour pouvoir trier tout ça, voir où est-ce que les gens nous proposent de nous accueillir, dans quelle région, comment on peut faire un itinéraire qui soit assez cohérent. Là, on voit d'ailleurs les images. Quelques messages, justement. Quelques messages, mais c'était des centaines. C'était assez impressionnant de voir en fait que malgré la pandémie de Covid-19 et les déplacements contraints et la peur que ça pouvait impliquer chez chacun de nous, on a été accueillis à bras ouverts par tout le monde, quoi. Et comme l'avait dit Axel, on aura pu prolonger encore d'au moins 2 ou 3 semaines la belle évasion. Si on avait voulu, par exemple, aller en Bretagne, on avait reçu des tonnes de propositions. Mais la contrainte de temps a fait qu'on a dû parfois faire des impasses chez les propositions. C'est marrant ce que dit Cédric, parce qu'effectivement, dans une logique un petit peu de protection ou de se rassurer, c'est peut-être ce message sur les réseaux sociaux, au moment du go qu'on se fait dans notre tête, c'est peut-être la première chose qu'on essaierait de sécuriser. Vous voyez que votre expérience, vous dites non, Cédric, ça va rouler ça. On n'a pas besoin de trop anticiper ces demandes-là, non? J'ai pas l'impression que c'était la première chose à laquelle vous aviez du stress, si tant est que vous en ayez. Déjà. C'est surtout que moi j'ai eu la chance de parcourir des centaines de milliers de kilomètres en voyage à vélo, dans des conditions souvent assez extrêmes. Et j'ai la chance de connaître quelque part comment se comportent les gens vis-à-vis du vélo et vis-à-vis du voyageur à vélo. Donc quelque part, j'avais une confiance intégrale dans la communauté. Et c'était je dirais la différence principale qu'on avait de vision entre Cédric et la mienne. Et c'est là-dessus que moi j'ai essayé de le rassurer. Et clairement, le message sur les réseaux sociaux a confirmé quelque chose qui se déroule en fait au quotidien. Alors là, on le montre en plus dans un contexte très particulier avec le Covid, les contraintes et ainsi de suite. Mais Stéphane le connaît aussi. La fédération sait comment ça fonctionne. Le voyage à vélo, le voyageur à vélo est très très bien accueilli systématiquement. Et ce type d'accueil que l'on a chez les gens et ainsi de suite, moi c'est ce qui m'a plu dans le vélo au départ. C'est l'Ukrainien qui m'a logé sur mon premier voyage. C'est la famille roumaine qui m'a logé, à qui on a écrit après un message pour la remercier. C'est ça qui m'a fasciné sur le voyage à vélo au départ, parce que c'est venu décadenasser plein de choses qu'on essaye de nous inculquer en ce moment, de méfiance des uns des autres,
de manque de solidarité à mon sens et de manque même de respect des gens, le vélo là-dessus permet de se réconcilier avec quelque part la nature humaine. Parce que à chaque fois que je voyage, quel que soit l'endroit, la Belle Évasion, on a eu la chance de dormir plus de 15 fois chez l'habitant, mais c'est quelque chose que moi j'ai testé partout dans le monde, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Extrême-Orient. Quelle que soit la culture, on est accueilli de manière vraiment exceptionnelle parce qu'il y a un lien de solidarité dans l'effort, je pense. Quand vous arrivez à vélo chez quelqu'un, il a envie de vous aider et il a envie également de découvrir ce que vous avez dans vos sacoches, de découvrir votre histoire. Et en fait, il y a ce partage de cet équilibre. Je vous propose, entre guillemets, le gîte, mais la contrepartie, c'est quelque part, donne-moi un petit peu de ta culture, raconte-moi d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et c'est ces échanges éphémères, très courts, et parfois même uniques, puisqu'en fait on les revoit peut-être potentiellement jamais, ces gens-là, qui font que il y a cet équilibre naturel qui se produit, qui est celui de s'entraider tout simplement. Stéphane, on vous voit complètement acquiescer et adhérer à ce... Parfaitement, et je rajoutais aussi que le vélo, pour beaucoup, c'est le premier élément de liberté. Quand on est jeune enfant, le premier élément de liberté, c'est avoir un vélo pour aller à l'école, pour sortir voir les copains. Et pour beaucoup, ça rappelle l'enfance ou le Tour de France, si on parle de souvenirs d'enfance. Mais effectivement, le vélo a cette image de Madeleine de Proust, ça nous rappelle l'enfance et les premiers éléments de liberté. Sinon, j'acquiesce parfaitement. En vélo, on n'a jamais de soucis. Votre club de Montebourg, avec vous-même en cheville ouvrière, organisé depuis 2019 la traversée de la France à vélo, je crois, à 200 km par jour c'est le principe, d'effectuer. Donc j'imagine que ce genre de projet, alors on n'est peut-être pas chez l'habitant, ça peut peut-être vous inspirer pour une prochaine, mais c'est les membres de club qui vous hébergent? Non, du tout. Là. Donc les gens partent d'un point A à un point B chaque année sur un thème divers et varié. Donc en 2019, on a fait la diagonale hyper rurale, donc c'est l'ancienne diagonale du vide pour les géographes. En 2020, qui était reportée en 2021, donc la réconciliation franco-allemande. Donc on est parti de Sainte-Mère-Église jusqu'à Belfort, sur tous les lieux des guerres franco-allemandes de la Révolution en 1945. Et cette année, on a suivi le livre de Sylvain Tesson sur les chemins noirs, mais on l'a adapté en route blanche. C'est des thématiques ultra précis, ultra sympa ça. Oui, avec beaucoup de petites routes, avec énormément de choses à voir, avec un guide de voyage très détaillé pour rien louper entre guillemets des territoires traversés. Et il y a beaucoup de gens effectivement aussi qui vont frapper chez les gens, que ce soit pour manger, pour boire ou même pour dormir. Et encore cette année, il y a des gens qui ont été hébergés. Et ça arrive assez régulièrement. C'est déroulé du 4 au 12 juin, cette édition, cette année, donc c'est tout frais. Et même en vélo, pour bivouaquer chez des gens, ça ne pose jamais de soucis. Rarement de soucis, il y a toujours des refus, mais c'est rare qu'on refuse l'hospitalité à quelqu'un qui est en vélo. Donc ça vous parle encore plus, cette expérience de vie de février 2021, messieurs. On a évidemment l'occasion de développer le récit, votre récit au quotidien. Malgré tout, il y a quand même ce phénomène qui nous attrape, nous, béotiens, très vite, c'est la météo. C'est-à-dire qu'on a un panachage là au moment de vous lancer. Vous le savez, mais vous le savez en partant qu'on est en plein hiver. Mais est-ce que vous vous attendez à tout vivre finalement, à vous retrouver au milieu d'un bulletin météo d'Evelyne Delia là, pendant 18 jours, Cédric? C'est une des contraintes aussi. Quand il me dit on va faire un Tour de France en plein février, je lui dis mais attends, on est en plein hiver. Trop compliqué. Mais la malchance qu'on a eue, c'est qu'en fait, au moment où on décide de partir, ça tombe plus ou moins dans une vague de froid qui s'abat sur toute la France. Donc d'entrée de jeu, en fait, on part avec des températures négatives alors qu'on est sur la Côte d'Azur. Ouais. Je sais que pendant une semaine, ça va être la galère. On va être tout le temps dans le froid. Alors même si on a l'équipement, mentalement, de se dire les températures sont négatives en permanence, c'est assez compliqué, ouais. Vos proches, ils en pensent quoi dans le processus de décision qui est le vôtre après l'appel d'Axel? Ma mère est très protectrice, donc du coup... n'y va pas? Non, n'y va pas. Non, mais clairement, non, t'es fou, tu vas jamais y arriver, n'y va pas. Bon, c'est pas que c'est compliqué à gérer, mais ça nous met pas en confiance, vous voyez. Après, il y a les mots rassurants d'Axel, et puis quelque part, ça met un petit peu un challenge, puisque mes proches estiment ou pensent que je ne vais pas y arriver, j'ai envie de les faire mentir aussi. Moi, c'est mon petit côté compétiteur. Il y a le côté découverte de la France à vélo, mais aussi, puisque personne croit que je suis capable d'y arriver, et ben, je vais les faire mentir et j'y vais. Il a joué une petite vidéo il y a quelques mois, Axel, je crois, pour le compte de la Fédé de vélo. Quand vous vous lancez dans la longue distance, premier conseil, c'est de prendre une feuille, un crayon et mettre les craintes et les peurs. Vous l'avez donné ce conseil au moment de l'appel? Pas vraiment, vous aviez envie qu'il vienne avec vous, je pense, Axel, non?
Non, mais après, il n'a pas réfléchi très longtemps et bon, maintenant on se connaît avec Cédric. Combien de temps? Vous donnez la réponse combien de temps? Je crois que vous le dites dans le doc. J'ai pris maximum 48 Ouais, heures. c'est ça, 40, ok. Le temps de voir avec ma petite amie, avec le boulot, d'entendre les mots rassurants d'Axel. Et je lui dis ok, on fonce. Puis on avait le facteur météo. Bon, moi j'ai la chance de faire partie d'une grande famille et j'ai un de mes frères à qui je fais un clin d'œil qui nous a quand même conseillé sur la partie météo. Il m'a dit c'est simple. Si tu fonces vers le nord, vers Grenoble, tu vas aller taper l'orage. Il m'a dit c'est la stratégie du Vendée Globe, quoi. Fonce dans la perturbation puisque derrière vient le beau temps. Si tu prends à l'ouest, donc dans le sens horaire, parce que là on a pris le sens anti-horaire, ça va être sympa. Par contre, tu risques de taper l'orage au retour. Et vu qu'on avait les Alpes à franchir, je dis on va foncer dans la perturbation, on va passer le plus dur. Après, ce sera meilleur. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Sur les conditions climatiques, ça fait partie aussi de l'expérience du vélo. Moi, j'adore me plonger dans les conditions climatiques un peu extrêmes parce que ça rappelle à quel point les exploits d'aujourd'hui, c'est le quotidien des gens d'hier. C'est quelque chose que j'aime bien expliquer comme ça parce qu'on vit dans une structure sociale et dans une société où quand même on a beaucoup d'assistance de partout, beaucoup de confort technologique qui arrive. Et le vélo, ça permet de se rappeler à quel point finalement comment vivaient nos ancêtres et de se souvenir des conditions dans lesquelles ils vivaient. On a de la chance, on a du matériel, on a des vélos, on a de l'équipement, donc c'est quand même entre guillemets des conditions luxueuses, même si c'est très difficile. On a des conditions de température négative, de la pluie, du froid certes, mais on a la chance d'être à vélo, on a la chance tous les soirs d'aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, qui vont nous raconter leur histoire, qui vont nous accueillir, on l'a vu dans le doc, de manière exceptionnelle, comme si c'était notre dernier repas. Et ça, c'est une énergie presque sans limite, parce que le matin... je laisse peut-être parler Cédric, mais on n'a pas eu trop de mal finalement à repartir sur la route en se disant tiens ce soir on dort chez quelqu'un d'autre. Il y a un caractère un peu de nouveauté permanente, c'est une drogue parce que quelque part tous les jours vous allez vous renouveler, tous les jours vous allez avoir des rencontres différentes, tous les jours vous allez entendre des récits différents de gens qui travaillent dans des milieux différents, dans des activités différentes et qui vont pendant un espace de temps très très court vous livrer une intimité que finalement vous avez très peu au quotidien, dans le travail. Dans vos relations quotidiennes, souvent on aborde beaucoup de superflu, mais rarement de l'essentiel. Alors que là, on est sur que de l'essentiel. On est rentré un petit peu déjà dans la course, dans cette immersion avec vous. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur cette phase un peu préparatoire. Vous avez abordé la météo avec l'un de vos frères. Sur la partie logistique et physique, on a bien compris que de votre côté, il n'y avait pas le temps de toute façon d'insérer une prépa. Vous êtes, on va dire, fit toute l'année. C'est comme ça que vous a décrit tout à l'heure Cédric. Est-ce qu'il y a quand même un moment où on se dit dans ces 3 semaines avant de se lancer, je prends une certaine diététique, je me fais un petit bloc de physique, je ne sais pas, où vraiment c'est secondaire et on se dit peu importe si je le fais à 15 km/h ou à 27, l'idée c'est de se lancer et de partir. Le plus dur, c'est de partir. Le plus difficile dans un voyage de ce type-là, dans une expédition ou même à vélo plus généralement, c'est de se lancer. C'est de prendre cette décision, de se dire on y va. Parce qu'après, en 3 semaines de temps, entre le moment où on se dit ça et le moment où on doit partir, de toute manière, la caisse dont on a besoin, les conditions physiques, elles ont déjà été construites par le passé. Donc ça ne sert à rien de se stresser outre mesure, puisque de toute manière, si vous avez pris la décision d'y aller, on ne peut plus reculer. L'essentiel, c'est le rythme. C'est le rythme auquel on va rouler. On est en France dans un contexte où on a une compétition formidable qui s'appelle le Tour de France, mais qui impose quelque part dans l'inconscient collectif des gens qu'il faut rouler à des allures délirantes, à 40 km/h, avec des conditions physiologiques de coureurs professionnels. Le vélo, c'est pas ça à l'origine. Le vélo, il y a des milliers, des millions de gens qui pédalent à des allures différentes et qui du coup peuvent franchir des caps de distance très important. Si on compare ça à la course à pied, c'est comme si demain vous disiez pour courir, il faut courir comme un marathonien kényan en moins de 2h30. Mais non, la course à pied, si vous êtes lent, vous pouvez courir 42 km, parler de Sylvain Tesson, vous pouvez marcher énormément de distance dès lors que vous allez doucement. Et le vélo permet ça. Le vélo permet d'aller doucement grâce au braquet, grâce à la technique aujourd'hui qui existe sur les vélos. On n'est plus du tout sur des machines qui ont 100 ans d'existence. Maintenant, il y a des vélos qui sont accessibles en termes de braquet, de développement, pour pouvoir pédaler lentement, à son propre rythme, et du coup de pouvoir franchir des caps de distance qui sont formidables. C'est vraiment c'est la dernière invention de l'homme, le vélo. C'est, ou en tout cas utile à mon sens. C'est-à-dire que vraiment ça permet, avec une prothèse, de faire des choses incroyables. C'est-à-dire de prendre un corps, en l'occurrence Cédric, qui avait une base sportive, avec son passif de footballeur,
et de magnifier cette base-là pour pouvoir faire un Tour de France, faire 3000 km. Alors là, on a tout ce qui est préparation mentale presque, hein, dans la manière dont vous l'évoquez. Logistiquement, il faut quand même des choses, et évidemment. Le choix des vélos, Cédric, ce que vous emmenez parce que vous affrontez l'hiver, ça, comment ça s'opère? Quel choix vous effectuez concernant le vélo? On a quelques images, je crois, où il y a des incertitudes sur le choix de la monture. C'est très très simple. J'ai tout délégué à Axel. Ah ouais, c'est bien. Même le vélo, c'est à lui à la base. En fait, il me prête un de ses vélos parce que moi, j'avais un petit vélo de course qui n'était pas du tout adapté pour le voyage à vélo. Donc, Axel m'a dit, t'inquiète pas, je te prête tout ce que tu as besoin. Tu prends tout ce que tu as, c'est-à-dire, moi, j'avais déjà un cuissard, quelques vestes, enfin quelques équipements de base de cycliste. Et tout le reste, c'est Axel qui me prête. Alors, vos choix, ils s'opèrent comment, Axel? Alors, pour vous deux? Eh bien, je prends les conditions les plus extrêmes qu'on va rencontrer d'un point de vue climatique et j'applique ça pour transporter le matériel nécessaire pour résister aux conditions les plus difficiles. Puisqu'après, l'idée, c'est de se dire, s'il pleut, qu'on a de la neige et qu'on a des températures négatives, est-ce qu'on a l'équipement pour résister à ces 3 conditions cumulées? C'est comme ça que je fonctionne dans les expéditions. C'est quel est quelque part le pinacle de l'expédition, c'est vraiment pour moi le point d'orgue, ça va être le point le plus difficile. Et est-ce que j'ai tout le matos pour pouvoir résister à cette... Pas un des facteurs, mais tous les facteurs cumulés potentiellement. Oui, exactement. Je pars sur le plus défavorable, les conditions les plus dingues, et comme ça, une fois qu'on a le matos pour résister à ça, derrière, tout va rouler. Ce qui signifie que vous avez combien sur le dos, ou plutôt sur vos bagages au moment de vous élancer? Au total, les vélos faisaient un peu moins de 25 kg chargés. Vélo, sacoche, on avait de quoi bivouaquer, donc on pouvait dormir dehors, pas sous une tente, sous des abris avec... un sac de couchage et couverture de survie, et on avait de quoi cuisiner, un réchaud pour être autonome également sur la partie alimentaire, dans l'hypothèse où on ne trouverait pas de quoi manger sur la route. Donc vraiment, on pouvait presque traverser la France en totale autonomie, sans dormir chez l'habitant, si tel avait été le cas. Oui, effectivement, mais on a vu que ça avait répondu présent. Le réchaud n'a pas beaucoup servi. C'est vrai, sauf quelques plats. Le petit plat de pâtes du matin, là, froid, il était bien, hein, celui-là. Moi, je l'appréciais. Vous savez, quand vous avez faim le matin, la nuit dans la petit déjeuner, c'est pâtes froides ou du gravier, parce qu'il n'y avait que du gravier. Les pâtes, vous les appréciez. Hein. Et puis, au-delà du matériel aussi qu'Axel a cité, il y avait comme le matériel pour filmer, hein, puisqu'on s'est aussi filmé quand même. Donc moi, j'avais constamment un petit sac à dos. C'est pour ça que sur certaines images, on voit que j'ai une petite boule dans le dos. C'était mon petit sac à dos avec mon matériel audiovisuel. Ouais. Alors justement, cette question-là, l'idée de rencontrer des gens, cet aspect humain, il est fort. Cet aspect de passion autour du vélo, il transpire aussi. Mais cette volonté de le montrer aux gens et de rendre accessibles ces récits-là, ça vient d'où, Axel? Ça vient d'une frustration au départ, c'est que depuis 2011, 12, 13, 14, 15, j'ai pas arrêté de voyager à vélo en Europe de l'Est à plusieurs reprises, en Afrique du Nord, en France, en Amérique du Sud, et j'ai toujours été frustré du coup de ne pas pouvoir raconter à mes proches, à mes amis, réellement ce qui se passait, parce que j'avais pas la caméra, parce que j'avais pas de quoi filmer entre guillemets, et je me suis toujours dit punaise, mais ça serait quand même bien à un moment donné de ramener ces images pour raconter à quel point c'est génial de voyager à vélo. Et quelque part, ça a été aussi un des moteurs de cette belle évasion, c'est que, je le disais en tout début d'entretien, le fait d'aller dormir chez les gens comme ça de manière systémique et aussi rapprochée, c'est très très rare dans un voyage à vélo. On a eu de la chance en fait avec Cédric de pouvoir dormir quasiment tous les jours chez l'habitant, accueillis par les gens. Et pour moi, c'est le sel du voyage à vélo, c'est vraiment le Graal. C'est ce que je cherche à viser en permanence quand je pars en voyage ou en expé, c'est de pouvoir aller à la rencontre de l'autochtone entre guillemets. Ouais. Quoi. Là, en plus, avoir l'occasion de le filmer, de le raconter et en même temps d'avoir un effet miroir avec un ami qui me renvoie ça parce qu'il le vit pour la première fois. Enfin, c'est la première fois qu'il dort dehors, c'est la première fois qu'il dort chez l'habitant et c'est ce qui s'est produit en 2011 quand j'ai dormi chez un Ukrainien ou chez une famille roumaine. Et ça, quand on arrive à le raconter, à mon sens, j'espère que c'est ce que penseront les téléspectateurs, ça donne envie finalement de se lancer dans cette aventure qui est le voyage à vélo pour vivre ce type d'expérience authentique. Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Alors, par rapport justement à ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le roadbook, sur votre propre course de votre côté, où les roadbooks étaient assez précis, là, c'est un peu moins votre cas finalement. Hein, je crois que vous tracez une ligne pour aller d'un point A à un point B, mais finalement, vous pouvez vous orienter différemment. Qu'est-ce qui vous fait naviguer de manière très précise finalement? C'est au gré des kilomètres, au gré des routes que vous choisissez votre itinéraire?
Alors en fait, on a 2 objectifs. Le premier, c'est déjà trouver quelqu'un qui, sur le parcours, dans un Tour de France, donc dans les 12 régions qu'on va traverser, qui se trouve entre 160 à 200 km de là et qui nous a proposé de venir. Donc déjà une identification géographique du lieu. Et deuxièmement, donc pour certains, ça s'est fait même avant de partir, puisque les premières réponses, elles arrivent assez vite. Il y a une centaine de messages très tôt. En fait, ça s'est organisé pour la première nuit. C'est la première nuit qui nous a permis de déterminer à Thouars où est-ce qu'on allait déjà dormir la première fois, puisque ça permettrait déjà de faire au moins 180 km, de mettre Cédric en jambes, et en même temps d'avoir un point d'arrivée pour la première nuit. Mais après, toutes les autres nuits se sont gérées quasiment à flux tendu, et il y avait le facteur météo. C'est-à-dire que le but, c'était également d'éviter les massifs. D'éviter les massifs où il y avait de la neige, ou des conditions climatiques vraiment extrêmes où on ne pourrait pas passer. Donc de limiter quelque part le dénivelé, pour les conditions météorologiques et également pour ne pas briser physiquement Cédric, parce que dès lors que vous rajoutez beaucoup de dénivelé sur le vélo, on se fatigue davantage, on a des vélos chargés. Donc il y avait également ce facteur-là, le facteur conditions climatiques et dénivelé, où on essaie quelque part de louvoyer et d'éviter les grands massifs pour arriver à bon port et pouvoir faire nos 180-200 km par jour. Alors le facteur X, c'était les gens, on l'a dit, les gens qui vous ont accueillis. On a évoqué tout à l'heure les premières réponses. On va voir quelques screenshots, comme on a dit, quelques captures d'écran de ces réponses, de ces gens qui participent. Vous nous avez fait part tout à l'heure, Cédric, de votre surprise par rapport à ce flot de réponses. Il y a eu aussi des réponses de gens qui ne connaissaient, en dernière minute, qui ne connaissaient pas votre projet. On a parlé de communauté vélo, et puis aussi, il y a des gens, vous êtes retrouvés à table avec des gens qui étaient simplement curieux de ce que vous viviez, mais avec qui vous ne pouviez pas échanger sur le braquet utilisé le jour même, quoi. Ah bah oui, ça s'est passé même très vite dans l'aventure quand on a été accueillis au bout du 5e jour chez Mélanie. Axel parlait de la magie du vélo. Il m'avait toujours parlé de ça depuis de nombreuses années. Ouais, tu vois, quand tu te déplaces à vélo, les gens sont vachement accueillants. Bon, ça, c'est son discours. Moi, j'y croyais, mais tant qu'on ne le voit pas, on ne comprend pas. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Mélanie. C'est-à-dire qu'elle n'y connaît rien en vélo, elle ne s'y intéresse pas, elle ne savait pas du tout quel était notre projet. Et on la rencontre en bord de route parce qu'on était en perdition à l'heure du couvre-feu, qu'on ne savait pas où on allait dormir. Et en l'espace de 2 minutes, Axel lui explique ce qu'on est en train de faire et elle nous dit « Pas de problème, j'habite à 1 km, venez chez moi, je vous héberge ». Et donc là, j'ai pu mesurer ce que c'était la magie du voyage à vélo, c'est-à-dire qu'en lui expliquant juste qu'on était en train de voyager, qu'on ne savait pas où dormir, tout de suite, elle nous a tendu la main, même si elle ne nous connaissait pas. Et c'était une maman célibataire en plus, donc on peut se dire qu'elle peut être encore plus craintive. Et pas du tout, au contraire, elle nous a ouvert les portes de chez elle et en 1 km, elle nous a sauvé la vie et on a pu échanger sur ce qu'on faisait, nous. Et aussi sur sa vie à elle, et on a fait une super rencontre ce jour-là, et ça s'est passé tout au long de l'aventure, alors pas forcément en étant hébergé chaque soir chez des inconnus, mais tout au long de la route, quand on s'arrêtait pour déjeuner, quand on s'arrêtait pour se reposer un petit peu, il y avait toujours des échanges avec des gens qui venaient nous demander ce qu'on faisait là, et qui étaient toujours impressionnés, forcément, de savoir qu'on se promenait là en faisant un Tour de France. On parle de ce 5e jour et de ces rencontres au fur et à mesure qui se finissent d'ailleurs quasiment par un joli petit peloton sur la fin. Mais tout ça n'a pas failli arriver. Quand il y a 2 aventures sur lesquelles j'aimerais m'attarder un petit peu. Vous, déjà, le premier soir, à Thouars, on a vraiment des doutes. En tout cas, le récit qui est le vôtre ce soir-là, on se dit, mais attendez, il y a vraiment un documentaire où il s'arrête le premier soir. On sent qu'il y a des doutes en vous après cette première étape, véritablement. Oui. Dès le premier soir, honnêtement, j'arrive à Thouars en compote. Ouais. J'avais les jambes détruites, j'étais fatigué. Je pense aussi que je manquais d'expérience sur l'alimentation, sur comment m'hydrater. Mais bon, bref, j'arrive, je suis détruit. Et là, je me dis, OK, on a fait une étape, il reste encore au moins 15 jours sur le vélo comme ça, je ne vais jamais y arriver. En plus, c'est vrai que... Vous échangez à ce sujet tous les deux ou vous le gardez un peu pour vous en disant je vais manger mon pain noir, on verra demain, chaque jour suffit sa peine? Je pense qu'on n'a même pas besoin d'échanger. Ouais. Elle voit que je suis détruit déjà. Ça se voit sur mon visage. Après, oui, je mange mon pain noir parce que je me dis OK, quand même, garde ton calme. C'est vrai que cette première étape est quand même très difficile puisque pour sortir de la Côte d'Azur, quoi qu'il arrive, il fallait faire beaucoup de dénivelé. Je crois qu'on a fait en une journée plus de 1500 mètres de dénivelé. Donc je savais que de toute façon, mon corps allait prendre cher, pour parler franchement. Donc là, je me dis plutôt, mange ton pain noir, il fait froid, attends quelques jours, ça va peut-être s'améliorer.
Enfin, du coup, en fait, dans ces moments-là, il ne faut pas voir le projet dans sa globalité. C'est-à-dire, j'ai fait 200 bornes, il m'en reste 2800. C'est plutôt se dire, OK, vois au jour le jour, vois demain matin comment tu repars et fixe-toi l'objectif juste d'arriver chez le prochain habitant et on avance au jour le jour. Il y a un passage avec la famille à Senlis. Oui. Est-ce que c'est important pour Ouais. vous là? Ouais. Ça se cale au fur et à mesure du jour et vous sentez que dans l'état d'esprit qui est le vôtre, c'est un plus là Ouais. Bien sûr, parce que... Qu'est-ce que vous ressentez sur ce moment-là Parce qu'on arrive près de la région parisienne. Au nord de la région parisienne, mes parents n'habitent pas très loin. Eux, même s'ils étaient plutôt craintifs avant que je parte pour la belle évasion, finalement, ils se sont montrés ensuite très enthousiastes. Il était évident que quand on passerait pas très loin de la maison, pour ma mère, c'était obligatoire qu'elle vienne me rendre visite. Dans quel état va être mon fils? Exactement. Donc quand on s'arrêtait pour déjeuner, on se tenait au courant évidemment au fur et à mesure de notre évolution. Donc ils nous ont rejoints à Senlis, là où on s'arrêtait pour déjeuner. Et ouais, pour moi, mentalement, c'est vachement important. Parce que déjà, première chose, c'est que ça me permet, moi, de me rendre compte de toute la distance qu'on a parcourue. Puisqu'on est parti de la Côte d'Azur, on arrive jusqu'à l'approche de la région parisienne. Pour moi, c'est des distances qui se faisaient uniquement en voiture. Sans 1 litre d'essence, vous arrivez à avoir votre famille à Senlis. C'est ça, exactement. C'est moi des distances qui se faisaient uniquement en voiture, en train ou même en avion. Et là, je l'ai fait à vélo. Donc déjà, ça permet de se rendre compte de la distance parcourue. Ensuite, mentalement, ça fait beaucoup de bien de voir quand même qu'on arrive dans le nord de la France alors qu'on était parti du sud. Et puis, ça correspond aussi à un moment où la météo commence à être de plus en plus favorable. Là, on passe dans des températures qui sont positives. Il faut quand même rester dans le fait qu'on est en hiver. Donc, c'est-à-dire positif, c'est aux alentours des 10 degrés. Mais quand, il y a quelques jours avant, vous étiez à moins 8 degrés en train de pédaler toute la journée, là, vous les appréciez, si vous voulez, vos 10 degrés. Donc, il y a cette combinaison de facteurs. Et même physiquement, je me sens de mieux en mieux. Donc ouais, pour moi c'était vraiment un moment très important et je retiendrai aussi parce que et puis ça fait plaisir à ses proches. Ma mère, qui ne croyait pas en moi, me voir arriver là à vélo quand j'étais parti de la région de Cannes, ça fait plaisir, ouais, puis ça regonfle le moral. Et puis on est quand même à la mi-journée, on se dit bon, une étape de franchie, il ne nous reste plus qu'une demi-journée pour pédaler et aller dormir chez un nouvel habitant. C'était un grand moment, ça a été très court, c'était une vingtaine, 30 minutes maximum de pause parce qu'on était déjà à la bourre, comme quasiment tous les jours, mais ça faisait du bien, ouais. Et puis l'autre galère après les petits tests physiques qui ont été récurrents, mais après l'étape de Thouars, c'est Grenoble aussi, où là techniquement il y a un petit loup. Est-ce que c'est un petit moment où on déstabilise le bonze Axel? Est-ce que ces petites galères techniques du vélo, ça vous pose problème? Comment vous gérez la situation? En servant de poisson pilote. C'est toujours des moments qui sont délicats parce que là, à mon sens, Grenoble, ça a été la partie la plus difficile mentalement. Oui. Pour Cédric, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, le fait d'être avec lui, de prendre le risque au moment du franchissement du col de la Croix-Frie, là, de redescendre sur Grenoble alors qu'il y a une tempête de neige, de prendre le risque de redescendre. Parce qu'en fait, je savais que si on restait en amont du col, on serait bloqué. Donc je prends la décision d'y aller et de foncer. C'était un peu pour moi la partie la plus stressante de savoir que Cédric était derrière et qui roule dans ma roue. Et d'ailleurs, il a chuté à ce moment-là avec Teddy qui était venu, notre hôte du soir, qui était venu nous chercher parce qu'il avait un vélo de course avec des pneus de 25 mm. On pédalait sur un manteau neigeux. À un moment donné, en descendant, on était tous les trois. Les voitures nous klaxonnaient en disant mais qu'est-ce que vous faites là, quoi? Parce que vraiment, il faut imaginer qu'on a les premières neiges qui se posent, les gens qui sont en train de mettre les chaînes et ainsi de suite. Et nous, on descend à vélo sur des tout petits pneus. Donc vraiment, ça a été une partie délicate parce qu'il a fallu retenir sa respiration jusqu'à l'arrivée à Grenoble. On a eu la chance également d'avoir Laurent Boursette, un des participants assez connus là sur le Biking Man, qui est venu également nous récupérer parce qu'il habite dans la région grenobloise. Ça nous a aussi pas mal aidé parce qu'il est venu aussi nous encadrer entre guillemets. Mais ça a été une partie difficile. Après, moi j'ai pas mal d'expérience maintenant sur les expéditions vraiment de l'extrême. Et c'est des parties où l'hésitation, c'est comme dans la vie, potentiellement c'est la mort. Donc il ne faut pas hésiter si on le sent. Et ça, moi je fais appel à mon instinct et quelque part c'est mon expérience qui paye là. Si je ne sens pas les choses, j'y serais pas allé. Là je le sentais, je sentais que Cédric était prêt. Et en l'occurrence c'est passé et je pense qu'on se souviendra toute notre vie de cette descente vers Grenoble. Ouais, non, j'étais pas prêt du tout. Il dit ça, mais j'étais pas prêt du tout. Non, parce que ça, c'était peut-être le moment le moins drôle. Ouais, c'était très stressant puisqu'on traçait vraiment
Bon, tracer les voies dans la neige, quoi. Ouais. Avec les voitures qui nous mettaient la pression derrière pour descendre. On était en file indienne, quoi. C'est-à-dire qu'Axel traçait la voie devant, moi je me mettais derrière lui. Et entre nous deux, il y avait Teddy qui était venu à la base rouler un petit peu avec nous, mais je pense qu'il avait mal anticipé la tempête de neige et s'est retrouvé dans une sacrée galère. Et du coup, à un moment donné, dans cette descente, ça manque pas. Teddy commence à zigzaguer devant moi, il perd le contrôle de son vélo, il se couche. Moi, je mets un coup de frein, évidemment, sur la neige, tout de suite, la roue chasse et on tombe tous les deux comme 2 quilles de bowling presque. Et là, la première crainte, c'est même pas de se blesser, puisqu'il y a le tapis de neige amorti, mais c'est plutôt d'abîmer le vélo. Et si là, je l'abîme, déjà, c'est le vélo d'Axel, donc voilà. Et deuxièmement, si on abîme, on casse quelque chose, on est en plein milieu de nulle part, sous la tempête de neige à 18 h où tout ferme, ça pouvait carrément remettre en cause totalement le projet, quoi, tout simplement. Donc c'était assez stressant. Heureusement, pas de casse, pas de blessure, pas de vélo abîmé. Mais grosse frayeur, ouais. Et ça, je ne l'ai pas filmé parce que c'était trop compliqué. Même ne serait-ce que de sortir la caméra sur la neige, c'était impossible. C'est pour ça que dans le documentaire, on me voit arriver à la fin où je dis je suis frigorifié. Bah oui, ouais. J'étais tombé dans la neige, tout trempé. C'est bon d'avoir ces coulisses. Et parmi ces coulisses, vous galérez bien aussi dans l'étape des Marais, là, hein, dans la boue, une région qui m'est pourtant chère. Et je peux vous assurer que l'été, elle est magnifique. Hein. Vous ne tombez pas, il n'y a pas de problème, c'est super. Est-ce que dans la coulisse, justement, la fatigue, les émotions, les chutes, est-ce qu'il y a eu des fritures sur la ligne? Est-ce que vous êtes engueulés, messieurs? Alors justement, non. Non, mais pour vous dire la vérité, franchement, il y a eu plein de moments dans cette belle évasion où j'étais en train de prendre la roue d'Axel et dans ma tête, je l'insultais. Hein. Ah voilà. Ouais, mais je l'insultais vraiment. Je me disais, il m'avait promis qu'on n'irait pas dans le mur. Là, il est en train de m'envoyer dans le mur. Bon, je ne vais pas dire les gros mots, mais bon, je disais des gros mots dans ma tête. Et là, dans les Marais, ça s'est produit. C'est-à-dire que comme on était en temps limite pour le couvre-feu, il a regardé sur la carte, fait attends, je crois que j'ai identifié un raccourci. On va tracer au milieu des Marais. On trace, on y va, c'est un raccourci. Et là, on arrive en plein milieu des Marais, là, comme vous le voyez sur les images. Inondé totalement, c'est-à-dire que même si on pédalait, on ne savait pas si c'était des trous profonds d'eau. Donc c'était super dangereux. Donc évidemment, on avance. Et au bout d'un moment, je fais une chute. Je fais OK, terminé. Moi, je ne pédale plus là-dedans. Je marche. C'est pour ça que vous voyez sur les images d'ailleurs marcher. Parce qu'on a voulu gagner du temps et au final, on en a perdu. Moi, je suis tombé dans la boue, c'était démoralisant. Il était 18 h, comme on le voit sur les images, c'est-à-dire que l'heure du couvre-feu était en train d'être dépassée. On n'était pas arrivé chez l'habitant, on ne savait pas à quelle heure on allait y arriver. Il n'y a pas eu de friture, mais je le pensais très fort, ouais. Au final, ce documentaire qui reçoit un accueil très, très positif, de votre côté, Axel, est-ce qu'il répond à vos attentes? Mettre en avant ce côté humain, découvrir la France et la richesse de ses paysages, de son patrimoine. Il y a quelques belles séquences d'ailleurs de nourriture qu'on a vues chez les gens, des beaux échanges autour des repas. Est-ce que ça, vous l'avez retrouvé tel que vous l'aviez vécu? Déjà, il y a Cédric, il est là, il sourit, il en parle avec joie. Donc pour moi, c'est déjà une réussite parce que c'était un peu le pari également, c'était de lui montrer cette expérience du voyage à vélo et qu'il en retire quelque chose de positif malgré toutes les difficultés, malgré tous les challenges qu'on a pu relever ensemble. Après, il y a bien sûr quelque chose qu'on a essayé de partager avec Cédric, c'est la richesse que l'on a au niveau territorial en France. On a encore une fois une compétition, le Tour, mais il faut se souvenir à quel point on a un réseau de routes, de chemins qui est juste faramineux au niveau des axes secondaires. Et ça, il faut s'en souvenir parce que ce n'est pas le cas de tous les pays. Et le vélo, pour ça, c'est une des meilleures machines pour pouvoir explorer ces territoires et redécouvrir finalement notre France. Parce que c'est un territoire qui est magique, qui est magnifique et qu'à chaque fois qu'on traverse un village, il y a la possibilité de se réenchanter. Et le vélo est, à mon sens, un des meilleurs moyens de pouvoir le rendre accessible. Et après, l'accueil de la communauté a été incroyable. Là, on se retrouve en plateau aujourd'hui, quasiment un an après. J'étais la semaine dernière dans les Pyrénées et je retrouve un hôte, en l'occurrence quelqu'un qui était venu nous donner de la nourriture sur la route, en plein milieu des Pyrénées, perdu au milieu de nulle part. Je le retrouve sur la route à vélo et on se salue cordialement. Et surtout, Sylvain, c'est ça? Ouais. Eh bien, Sylvain, il nous a laissé un petit message. On a aussi Julien qui était présent avec vous en Charente-Maritime, dont on a recueilli les petits témoignages et les petits saluts pour vous. Ouais, je vous jure. Salut Axel, salut Cédric. Incroyable. On se rencontre sur la belle évasion entre le Mont-Saint-Michel et Blain. Et comme tu dis Axel, les hasards de la vie font qu'on se revoit dans les Pyrénées. Merci à tous les deux pour votre simplicité et vos gentillesses. Bravo à tous les deux pour ce que vous faites. Vous êtes les bienvenus chez nous.
pour déguster nos bonnes galères bretonnes. En espérant vous voir bientôt, Axel et Cédric. Hello les gars, un petit coucou de Charente-Maritime que en fait là je suis en train de quitter parce que mon vélo est derrière. Je parcours un truc de plus de 300 bornes de vélo, les caméras sont chargées, tout ça. Et donc la Charente-Maritime, on s'était retrouvé du côté de Charon, sous la flotte. J'étais venu vous voir avec Jérôme, là je sais plus si c'était un mardi, un jeudi, même un mercredi. On avait pu faire comme ça quelques kilomètres ensemble. Je vous avais emmené sur un petit chemin au-dessus de la mer avec les carrelets et tout, c'était plutôt sympa avant qu'on se fasse une petite bouffe sec sur La Rochelle. Voilà, c'est vrai que c'était un bon petit moment, court, mais bon petit moment. Bah, écoutez les gars, à bientôt, que ce soit, je sais pas, sur la route, sur un biking man, je ne sais où, et ciao. Sur la route, voilà, ces petits messages pour vous avec Sylvain et ses deux enfants, Antoine et Baptiste, qui ont participé à ça. C'est ça, la communauté finalement qui s'organise, la communauté autour de cette expérience. C'est assez révélateur de ce que vous avez pu vivre et conserver de tout ça. Vous avez des échanges avec d'autres personnes depuis ? Oui, bien sûr, ouais. De temps en temps, les réseaux sociaux permettent ça, d'échanger quelques messages. Mais surtout, quand on voit ces messages envoyés par les gens qu'on a rencontrés sur la route, ça rappelle tous ces souvenirs. Ouais. Et puis, c'était aussi les petits moments de plaisir de la journée. Vous savez, quand vous passez toute la journée sur le vélo, comme ça, 10 à 15 heures à pédaler, tout seul. Bon, là, on est avec Axel, ça va. Et que d'un seul coup, au bord de la route, vous avez quelqu'un qui vous fait signe et qui vous tend des biscuits, des jus d'orange, etc., ça fait très plaisir, mais surtout ça montre que l'intérêt des gens et l'inspiration que ça peut leur procurer, c'est bête. Hein. C'est ça, moi, je suis un inconnu, je suis personne. Et là, en s'arrêtant sur le bord de la route, il y a quelqu'un qui vient vous dire « Ah, on adore ce que vous faites, nous aussi on a envie de pédaler comme vous, tenez du jus d'orange, tenez des gâteaux, bon courage ». Et ça dure 2 minutes, mais ça vous booste pendant tout le reste de la journée. Vous avez conscience d'être un projet quelque part dans une période où beaucoup de gens se posaient des questions. L'oisiveté était assez présente, mais en même temps, on cherchait des objectifs, des choses. Vous avez eu conscience d'être ce projet gratifiant pour des gens qui venaient vous retrouver, rouler un peu avec vous ? Je pense qu'on a participé à une énergie qui s'est créée à cause du Covid, où finalement on a été privé un petit peu de tout et surtout, à mon avis, d'un point essentiel, c'est du lien social. C'est le fait d'être ensemble, réunis physiquement. Là, on est sur un plateau physique. Si on le faisait à distance avec la vidéoconférence, il ne se passerait pas la même chose qu'en ce moment. Donc, je pense qu'on a fait partie de ces gens-là. Il y en a eu plein d'autres, à mon avis, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et surtout, moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on a pu voir là, sur le documentaire et de ce qu'on peut dire actuellement aux téléspectateurs, c'est de se rappeler ce qu'est le vélo au départ. Parce que très souvent, quand on discute avec des gens du quotidien qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo, qui n'en ont jamais fait, on imagine les pelotons sur la route, les gens qui vous embêtent parce qu'ils sont lents, parce que vous êtes en véhicule, que vous êtes pressé, ainsi de suite. Alors que derrière ces cyclistes, il y a potentiellement des gens comme Cédric et moi, comme Stéphane, qui sont juste passionnés du territoire et qui potentiellement peuvent vous aider à ralentir un petit peu et à être sympa sur la route. La France, c'est la terre du vélo. C'est là, entre guillemets, qui est né le vélo. On a l'une des compétitions les plus grandes de la planète, enfin, la plus grande en l'occurrence. Il faut s'en souvenir de ça parce que moi j'ai la chance de voyager dans des territoires qui découvrent le vélo. Je vais citer la Colombie par exemple, où on se rend compte à quel point la ferveur du cyclisme est extrêmement importante. Et ce dont je suis le plus fier, je pense, avec la Belle Évasion, c'est qu'on se rend compte, on vient toucher du doigt la ferveur qu'ont les gens, certes, pour la rencontre, le dépassement de soi et ainsi de suite, et le fait qu'on était en période de couvre-feu, mais le lien qu'il y a avec le vélo. Et je demande simplement aux gens qui nous regardent de se souvenir de ça quand ils voient des vélos sur la route, parce qu'il y a potentiellement des gens sympas derrière chaque cycliste, et que finalement, on prend des risques en permanence d'être sur les routes ouvertes, sur des chemins, et ainsi de suite. Et il faut se souvenir que les cyclistes, ça peut être potentiellement des gens super sympas avec qui vous pouvez avoir le plaisir d'échanger, et que c'est un sport, une pratique qui est génial. Souvenons-nous de ce patrimoine qui est à mon sens avant tout français avant d'être international, parce qu'on a de la chance, on a à la fois l'histoire du vélo, on a le patrimoine avec les axes routiers, là on voit un magnifique château derrière, on a énormément de ressources, énormément de savoir-faire également, il faut s'en souvenir, parce que je pense que le vélo aujourd'hui c'est un des enjeux majeurs de la période post-Covid. Et si vous avez des velléités de vous lancer après avoir vu ce documentaire notamment, et si vous n'atteignez pas encore le niveau d'Axel en termes de cyclisme, la FF Vélo peut vous épauler. Je crois qu'il y a le site véloenfrance.fr, vous avez des super itinéraires, vous pouvez être très bien guidé quand vous êtes sur les vacances ou ailleurs. Donc sur véloenfrance.fr, effectivement, il y a toute une série d'itinéraires, que ce soit des itinéraires route ou VTT, ou même gravel désormais. Ouais. Sur des distances qui peuvent aller de la rando familiale d'une quinzaine de kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres.
On peut aussi trouver des associations, donc des clubs qui peuvent accueillir les familles ou les personnes de tout âge, de toute pratique. Il y a des clubs qui vont plutôt faire du VTT, des clubs qui vont plutôt faire des longues distances, ils sont plutôt minoritaires, mais il y a vraiment tout un panel de pratiques. Il y a aussi des clubs qui font des sorties cool pour des gens en retraite, ils vont faire 30 km le samedi après-midi. Il y a vraiment diverses pratiques. Il y a les clubs, il y a les manifestations aussi qui sont organisées, les différentes randonnées qui souvent ne coûtent pas grand-chose, qui sont organisées partout sur le territoire tous les jours de l'année. Axel parlait de vélo au mois de février dans les marais. Par exemple, au mois de février, moi j'organise un 200 km dans les marais du Cotentin, qui eux sont vraiment inondés par rapport à ça. Il y a vraiment un mètre d'eau partout. Et sur véloenfrance aussi.fr pour les licenciés, il y a Cyclo-Haute, c'est un service qui est proposé qu'aux licenciés de la fédération, qui regroupe pour l'instant 600 adresses où les gens, c'est des licenciés de la fédération qui sont prêts à accueillir des cyclos qui passeraient pas loin de chez eux. Vous pouvez vous récupérer les coordonnées sur Vélo en France pour les licenciés, vous appelez et vous serez hébergé chez un membre de la fédération. Certains se proposent aussi de faire de la mécanique ou d'accompagner sur la route. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer au mois de février, on vient de perdre Cédric. La question que tout le monde se pose, c'est vous avez continué quand même le vélo depuis là? Pour être franc? Oui, pour être pas franc. trop. Ah, Non, j'avais continué après. Je vais même si je vais être franc. Juste après la Belle Évasion, je me suis dit, OK, je fais 2 semaines de repos et je vais me tester sur les itinéraires d'entraînement que je faisais avant. ok. Et là, je suis allé, j'explosais tous mes records, si vous voulez savoir. J'avais une forme olympique. Je ne m'étais jamais senti aussi puissant. Après, j'ai été rattrapé par la vie quotidienne et j'ai mis le vélo dans la cave. Ouais. Donc, je pédale vraiment très, très peu depuis. J'espère m'y remettre parce que j'ai quand même gardé ce goût-là. Et pour être franc avec vous, ça me manque un petit peu. Donc, j'espère très vite me remettre au vélo de façon assez régulière. Même si ce n'est pas toujours très simple en région parisienne de trouver des petits chemins tranquilles. Mais ouais, je n'ai pas pédalé comme la Belle Évasion, quoi. Donc j'ai perdu un petit peu, mais ça va revenir, j'espère en tout cas. Il est prêt pour l'épisode 2. Ouais, Voilà, ok. Et ben nous aussi. Il est prêt pour l'épisode 2. On est prêts aussi, messieurs, parce que ça a été un vrai beau moment de regarder la Belle Évasion. Vous avez réussi dans ce carnet de voyage à ne pas être redondant parce que les aventures au quotidien étaient toutes différentes, les hôtes étaient différents, vos humeurs étaient différentes. On a passé un excellent moment, en tout cas, à regarder ce doc sur Sport en France. Stéphane, merci de nous avoir accompagnés également autour de ce plateau. Axel, on espère vous voir dans vos pérégrinations encore très vite et très longtemps, surtout parce qu'on se régale et on peut voyager un peu par procuration, puis prendre un peu notre courage à deux mains grâce à votre positivisme habituel. Cédric, bon courage aussi pour votre vie professionnelle extrêmement riche. Et reprenez le vélo, hein, c'est une injonction de la partie gauche de ce plateau. Ouais, j'y compte bien, j'y compte bien. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci aussi aux équipes en régie autour de Pierre, de Lucien, sans qui ce lundi doc aurait été impossible. Bonne journée à toutes et à tous sur les antennes de Sport en France. Bye bye.